L'Arabie saoudite prendra les mesures appropriées pour répondre aux attaques contre ses installations pétrolières le week-end dernier. Le chef de la diplomatie saoudienne dit attendre les résultats de l'enquête, même si pour Riyad, la responsabilité de l'Iran ne fait pas de doute. De son côté, l'Iran met en garde contre toute éventuelle agression de la part des Saoudiens ou de leurs alliés américains. Le chef des gardiens de la Révolution a affirmé ce samedi que tout pays qui attaquerait l'Iran verrait son territoire devenir, je cite, le principal champ de bataille. Cette déclaration fait suite à l'annonce de l'envoi de renforts militaires américains dans le Golfe. Signalons aussi cette déclaration du patron de l'Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne visée par les attaques. Il a indiqué ce samedi que les capacités de production seraient totalement rétablies d'ici à la fin du mois. La police de Caroline du Sud était toujours à la recherche de suspects samedi, après une fusillade dans un bar qui a causé la mort de 2 personnes. 8 autres ont été blessées, dont certaines grièvement. Les faits se sont déroulés au petit matin dans un bar très fréquenté de la ville de Lancaster. Le tireur est toujours en fuite et la police ne sait pas pour l'heure si d'autres personnes ont ouvert le feu. Selon les premiers témoignages, le suspect principal et l'une de ses victimes se seraient disputés avant la fusillade. Le président du Conseil de l'Union européenne, Donald Tusk, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, doivent organiser lundi à New York des discussions sur le Brexit en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. L'annonce de la réunion faite vendredi survient alors que les 2 parties ont du mal à progresser et que les pourparlers entourant la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE sont tendus. Le travail de Donald Tusk est de coordonner les sommets de l'Union européenne. Il a donc un rôle clé à jouer dans la préparation d'une réunion cruciale prévue à Bruxelles le 17 octobre, soit 2 semaines avant la date butoir fixée pour le Brexit du Royaume-Uni, le 31 octobre. Les États-Unis vont envoyer des renforts militaires dans le golfe arabo-persique, une décision prise une semaine après les attaques menées contre des installations pétrolières en Arabie saoudite, des attaques que Washington impute à l'Iran. Ces renforts militaires ont été demandés par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, alliés des États-Unis dans la région. C'est une première mesure que nous prenons en réponse à ces attaques, a précisé le chef du Pentagone. L'objectif est aussi d'assurer la libre circulation des marchandises dans le Golfe. Et troisièmement, il s'agit de protéger les règles du droit international et d'essayer aussi de convaincre les Iraniens de revenir sur le terrain de la diplomatie. En plus de ce déploiement militaire, les États-Unis ont décidé de prendre de nouvelles sanctions contre la Banque centrale iranienne. Washington dit vouloir assécher tout financement iranien vers des groupes qualifiés de terroristes. De son côté, l'Iran continue de nier avoir conduit les attaques du week-end dernier. Mohammad Javad Zarif a critiqué les propos du secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui a accusé Téhéran d'être responsable de l'attaque de samedi. Sur Twitter, Mohammad Javad Zarif a estimé que les alliés, les responsables américains, essayaient de convaincre Donald Trump de déclencher une guerre contre l'Iran. Un peu plus tôt, l'Arabie saoudite a présenté ce qu'elle prétend être des morceaux de missiles fabriqués en Iran et utilisés lors de l'attaque. Le chef de la diplomatie américaine a déclaré que les États-Unis formaient une coalition pour dissuader l'Iran après une attaque contre les installations pétrolières de l'Arabie saoudite. Mais le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a également déclaré que l'objectif était une résolution pacifique. Je pense que c'est très clair et il existe un consensus énorme dans la région pour savoir précisément que ceux qui ont mené ces attaques sont l'Iran.
Nous aimerions une résolution pacifique. Je pense que nous l'avons prouvé. Nous nous efforçons toujours de constituer une coalition pour un pacte diplomatique, alors que le ministre iranien des Affaires étrangères menace de mener une guerre totale et de se battre jusqu'au dernier Américain. Nous sommes ici pour constituer une coalition visant à instaurer la paix. Des heurts ce samedi à Hong Kong en marge d'un nouveau rassemblement des militants pro-démocratie. La police a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène contre des activistes radicaux qui ont érigé des barricades et jeté des pierres et des cocktails Molotov. La police a procédé à de nombreuses interpellations. Dans le même temps, des groupes de personnes favorables à Pékin ont mené des opérations de nettoyage de ce qu'on appelle les murs Lennon, ces murs où les pro-démocraties collent leurs messages généralement hostiles à l'influence chinoise, ce qui n'a évidemment pas du goût de Pékin. C'est le 16e week-end de manifestation dans cet ancien territoire britannique, rétrocédé il y a 20 ans à la Chine. Les manifestants se mobilisent pour défendre leurs acquis démocratiques qu'ils estiment menacés face à l'influence grandissante de Pékin. Souriez, vous êtes filmés. Les clients de cette chaîne de boulangerie chinoise n'ont plus à mettre la main à la poche pour payer leur baguette. Une simple pause devant la caméra et le logiciel de reconnaissance faciale débite directement leur compte bancaire. Je n'ai pas besoin de venir avec mon téléphone mobile. Je peux sortir, faire des courses sans rien prendre. Ce n'était pas possible ni avec la première étape de paiement liquide, ni avec le paiement mobile. Cette chaîne de supermarchés va encore plus loin. Dès l'entrée du magasin, cette caméra en haut à gauche enregistre le visage des clients. En Chine, faire ses courses, c'est un peu explorer le futur. Une fois ses emplettes terminées, cette cliente n'a qu'à prendre la pause. Son visage est identifié, son compte débité. C'est pratique, facile et surtout ça fait gagner du temps. Gagner du temps et remplacer le personnel par l'intelligence artificielle, c'est l'objectif de cette chaîne de magasins. À ceux qui dénoncent une technologie intrusive, cet ingénieur répond par l'argument sécurité. La technologie de reconnaissance faciale aide aussi à protéger les clients. On peut confirmer le paiement avec son visage, ce qui est très important pour la sécurité de votre compte. Dans un magasin traditionnel, quand vous payez, on peut voir votre code de carte bancaire. Avec cette technologie, on protège vos données et la sécurité de votre compte. La Chine se rêve en leader mondial des hautes technologies. Le paiement par reconnaissance faciale est en plein essor, déployé à travers tout le pays. En Tunisie, les islamistes modérés des Ennahda ont annoncé jeudi leur soutien à Kais Saïed au second tour de l'élection présidentielle. Selon le porte-parole du parti, le principal organe de décision des Ennahda, arrivé 3e au premier tour, a choisi de se mettre du côté du professeur de droit. Outre le soutien des Ennahda, Kais Saïed a reçu cette semaine celui de Monsef Marzouki. L'ancien président a annoncé sur sa page Facebook apporter son soutien pour donner, je cite, « victoire aux valeurs de la révolution et de l'esprit de la Constitution et par soumission au jugement du peuple ». Kais Saïed, arrivé en tête au premier tour avec 18,4% des voix, sera opposé à Nabil Karoui, magnat des médias et actuellement incarcéré pour fraude fiscale. En Afrique subsaharienne, 70 à 90% de la population active exerce dans des emplois non salariés. Or, selon la Banque africaine de développement, le continent devra générer entre 12 et 15 millions d'emplois chaque année. Ce taux de sous-emploi très élevé pousse l'institution financière à tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, la question donc du sous-emploi sonne comme un défi majeur pour notre État, en ce sens que chaque dirigeant africain, chaque politique doit intégrer les données, le volet création d'emplois et surtout le volet transfert de compétences avec les partenariats que nous signons donc avec l'Europe, l'Asie et les États-Unis. La question de l'emploi pose en effet un réel problème social et économique en Afrique. Bien que souvent diplômés, les jeunes ont souvent du mal à trouver un emploi. L'entrepreneuriat reste alors une voie de sortie pour nombre d'entre eux. L'alternative ici déjà, c'est de mettre définitivement un thème au système bancaire classique. Le système bancaire classique voudrait donc que le jeune puisse donc fournir des garanties. Il reviendra aux États de jouer donc le rôle de garant devant donc des banques
de jouer donc le rôle d'intermédiaire en offrant donc des garanties à ces banques-là afin que véritablement on puisse assister donc au financement des start-up, des petites et moyennes entreprises et même des méso-entreprises. La stagnation de l'emploi a retardé la réduction de la pauvreté. Bien que la part des pauvres en Afrique soit passée de 56% de la population en 1990 à 43% en 2012, le nombre de personnes pauvres reste élevé selon plusieurs études.